Bienvenue au podcast Invest Immo Club, épisode numéro 9. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, c'est encore une fois un honneur de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Bruno, votre honnête serviteur pour ce podcast dédié à l'IMO. Merci de nous écouter. Aujourd'hui, vous aurez la chance d'entendre l'histoire de Guillaume, encore la vingtaine, qui possède déjà 6 immeubles et une maison, et tout cela en partant de rien. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, je vous rappelle rapidement le concept d'Invest Immo Club. En une phrase, nous sommes une communauté de partage et d'inspiration pour vous aider à devenir un immopreneur. Un quoi ? Un immopreneur, c'est-à-dire un investisseur qui considère et développe son patrimoine immobilier comme un petit chef d'entreprise, et non plus comme un amateur. Du coup, Guillaume, l'invité du jour, est exactement l'archétype de l'immopreneur. Il va vous expliquer à quel âge et pourquoi il a décidé de se lancer dans l'immobilier, où il a réussi à acheter son premier immeuble avec une rentabilité à 2 chiffres, pourquoi Guillaume a décidé d'acheter sa RP sur un coup de tête, comment il a acheté ensuite 5 immeubles dans des petites villes alors qu'il habitait en région parisienne, les principales raisons que les banques lui ont servi pour refuser de le financer et comment il a fait pour contourner cela. On verra aussi sa principale source d'inspiration quand il a débuté et qu'il utilise encore aujourd'hui. Ou encore comment il a géré le cas d'un locataire qui a été emprisonné. Et oui. Et on verra encore plein d'autres anecdotes. Donc tenez-vous bien, cet épisode dure plus d'1 heure, mais je vous promets que vous apprendrez plein de choses. Pour retrouver toutes les références mentionnées pendant la discussion, il existe une page web dédiée. Pour ça, il suffit de taper dans votre navigateur préféré www.investimmoclub.com/épisode 9. C'est parti. Bonjour Guillaume, comment tu vas ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Bah écoute, très bien, je te remercie d'être sur l'épisode du podcast aujourd'hui. Donc pour les auditeurs, et pour bien comprendre l'histoire, est-ce que tu pourrais parler de ton background et puis du déclic qui t'a fait commencer dans l'immobilier ? Ouais, c'est un peu long parce qu'il y a eu beaucoup de choses en peu de temps. Moi j'ai commencé à investir réellement, pour te donner une idée, à peu près au mois de début d'année 2013 quoi. 2013, ok. Ouais, j'ai commencé par un immeuble directement. Ah directement, ok. Ouais, en fait si tu veux, voilà, c'est venu d'un constat que les appartements, moi c'était le problème des charges en fait qui me gênait. Les charges qui étaient beaucoup trop importantes sur un appartement et qu'on maîtrisait pas surtout, c'est ça qui me gênait. Ok, mais à ce moment-là, juste pour expliquer, voilà, tu te dis je veux investir dans un immeuble, mais qu'est-ce que tu faisais ? Enfin, j'imagine que t'avais un travail, t'avais quel âge et puis qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu voulais investir dans l'immobilier justement ? Moi, à ce moment-là, ça faisait à peu près 2 ans que je travaillais. J'étais en train de quitter mon emploi justement. Donc, j'étais en train de quitter mon emploi et j'habitais à Bordeaux et j'allais monter sur Paris. Voilà. D'accord. Ça faisait 2 ans que tu travaillais, donc t'étais jeune. Moi, j'ai fait un master en génie civil et en gros, 2 ans après, j'avais, je sais pas, moi, je devais avoir 24 ans ou un truc comme ça, quoi. Ok. Donc, génie civil, ouais. peut-être qu'on en reparlera après parce que ça va peut-être aider par la suite. Mais ok, donc t'as fait 2 ans d'expérience professionnelle. Tu montais à Paris. J'étais en CDI, je gagnais pas des masses, je gagnais quoi, 1800 balles net, quoi. Enfin, okay. Voilà, je gagnais. Comme un jeune, comme un junior ingénieur, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et du coup, je me suis lancé dans ce truc-là. Bon, je pense que personne un peu y croyait. Hein. Quand tu dis personne, c'est-à-dire non, mais autour de moi, tout le monde était encore en train d'aller en boîte de nuit, pour tes amis, boire des coups tout le temps. Et puis voilà, moi, je dis pas que je faisais pas ça, mais c'est vrai qu'en complément, je réfléchissais déjà à me dire, moi, je me voyais pas du tout salarié toute ma vie, quoi. C'était impossible, quoi. Ok, d'accord. Dès le départ, t'avais cette idée-là déjà. Ouais, ok. Et justement, tu te rappelles s'il y avait un élément déclencheur qui t'a fait regarder plus en profondeur l'immobilier ? Un livre, une émission, un site, une discussion, je sais pas, tu te rappelles ? Non, moi je suis pas le roi des livres, clairement. Ok. J'aime pas ça. Ouais, depuis, je crois que j'ai peut-être été dégoûté par l'éducation nationale, j'en sais rien. Mais, je pense que t'es pas le seul. Hein.
Voilà, et ça me plaît pas du tout, ça me plaisait pas, et encore, aujourd'hui j'ai pas trop le temps, c'est plus ça. Mais non, c'est pas le livre, je pense que c'est, comment dire, pour moi, c'est assez naturel de se dire, l'investissement, pour moi, investir, c'était l'immobilier, quoi. C'était la seule chose qui me semblait un peu viable. Pour vous donner une idée, j'avais quand même essayé la bourse avant. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà, et je m'étais planté, voilà, ça arrive. Bah. J'ai essayé pendant 1 an, et le problème, c'est que voilà, je maîtrisais pas bien, je connaissais pas du tout le sujet, en fait, et j'essayais de faire un peu comme tout le monde, comme il se disait, et puis au final... Comme il se disait sur Internet, j'imagine, alors ta source d'information. Ouais, sur Internet. Après, bon voilà, c'était un moment où je passais mon temps sur Boursorama. D'accord, sur les forums Ah ouais, sur les forums, sur tout ça, quoi. Ok, ce que j'avais vu, c'est que au final, parmi les petits porteurs qui investissent en bourse, 90% ne gagnent jamais d'argent, quoi. Surtout les gens qui font de la bourse de façon active. Après, juste placer et puis attendre sur le long terme, c'est peut-être prouver qu'il y a un meilleur rendement parce que tu lisses les risques. Du trading, on va dire, actif, comme ça peut parfois être prometteur, ça arrive souvent, rarement à des bons résultats, quoi. J'ai commencé en faisant quelque chose de sobre, quoi, tu vois. J'investissais sur des trucs sécurisés, etc. D'accord, des grosses valeurs. Moi, je suis très impulsif, donc du coup, ça me suffisait pas, c'était pas assez rapide, et du coup, je suis monté avec des trucs très risqués qui pouvaient rapporter beaucoup, mais perdre beaucoup, et j'ai perdu beaucoup. J'ai suivi exactement la même démarche, et aujourd'hui, je reste encore un petit peu, mais voilà, sur une version où il y a rien à faire, et sur très très long terme, je regarde jamais, et je suis passé aussi sur l'immobilier. Mais donc, t'avais quand même eu cette première sensibilité à l'investissement, et puis après, tu t'es dit, plutôt l'investissement immobilier, c'est peut-être ce qu'il y a d'un peu plus intéressant, quoi. Ouais, voilà. Et pour moi, l'investissement immobilier, c'était forcément avec un revenu mensuel, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui pensent que l'immobilier, c'est un investissement qui coûte de l'argent et qui rapporte dans 20 ans. Moi, ça n'a jamais été mon idée. Et j'ai jamais voulu me dire, déjà, je gagne 1700 ou 1800 balles par mois. Ouais. Je vais pas en plus donner 200 balles et essayer de la récupérer dans 20 ans. Mais donc, attends, parce que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, toi, tu venais de Bordeaux, c'est ça ? Moi, je suis toulousain. À Toulousain, ok. J'ai fait mes études à Toulouse et je suis parti à la fin de mes études, en fait, je suis parti à Bordeaux. Ok, donc, et après, t'es parti à Paris. Bon, t'as vécu dans des villes assez importantes. C'est vrai que j'imagine par rapport à ton entourage et par rapport on va dire la pensée commune, c'est peut-être plus fréquent de voir justement avoir quelque chose qui est plutôt patrimonial qui génère du cash flow. Enfin, l'idée, comment t'as trouvé ou que c'était possible de faire du cash flow positif, en fait, de la trésorerie positive chaque mois avec un investissement? En fait, déjà, j'ai visité et voilà, et puis après, bon, il suffit de se faire son calcul, quoi. Il suffit de faire un calcul, regarder si le cash flow qu'il y a, et puis on arrive à déterminer ce montant-là. C'est vrai que je pensais pas, et mon entourage ne pensait pas non plus qu'on pouvait, entre guillemets, avoir un cash flow aussi important en commençant et en investissant. D'accord, ouais. Le déclic, alors je me suis pas mal servi, alors je sais plus à quel moment c'était par rapport à cette date-là, mais je me suis beaucoup servi du site Devenir Rentier, l'investisseur heureux, je crois que c'est ça. Le forum, effectivement, forum, super source d'information et de partage entre particuliers, je le mettrai dans les notes pour les auditeurs, mais ok, d'accord, donc ça a été quand même une des sources d'inspiration qui t'a fait ouvrir les yeux sur les possibilités cash flow positif d'investissement. Je crois que je m'en suis surtout servi en fait pour essayer de partager un peu mon expérience, puisque bon, il faut quand même se remettre dans le contexte. On est en 2013, tout ce qui existe aujourd'hui sur les formations, sur tout ça, ça n'existait pas vraiment, enfin c'était pas répandu du tout. Et moi, c'était la seule source que je connaissais, un peu sérieuse en fait, où on parlait vraiment d'immobilier. Ouais. Du coup, moi, ça me permettait de partager mes trucs. Je demandais pas spécialement un avis en disant. Tu posais pas beaucoup de questions, tu regardais plus ce qui s'écrivait. Je lisais beaucoup de profils. Je lisais beaucoup de profils et j'aimais beaucoup voir les réponses des profils et tout ça. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai fait aussi la même démarche, on va dire 2-3 ans après toi. Effectivement, c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant comme. Donc, ok, t'avais cette vision-là donc de faire du cash flow. Et donc, c'est sur le forum aussi que t'as pu voir peut-être que les immeubles étaient une des solutions pour avoir ce cash flow et pour avoir une meilleure gestion du bien, c'est-à-dire en évitant une décopropriété. Alors, c'était pas grâce à ça, c'était grâce à la réflexion avant qui avait été faite par rapport aux charges, mais ce site-là m'a permis surtout de me rendre compte qu'il fallait surtout faire des travaux, et chose que je n'ai pas faite lors de mon premier investissement. Voilà. Ok, donc c'était la première erreur en fait. Ouais. Ok, donc ton premier investissement, c'était, genre pour récapituler, c'était un immeuble, donc tu dis sans travaux, qui était dans quelle région? C'était dans le Lot-et-Garonne, c'était sans travaux. Alors, moi j'essaye de je précise toujours maintenant, sans travaux ça n'existe pas, enfin pour moi ça n'existe pas. Oui, ok. Un immeuble sans travaux ça n'existe pas. Oui, parce qu'un immeuble sans travaux c'est un immeuble qui va devenir une ruine, donc... Ouais, non mais c'est ça, enfin c'est pas possible. Un immeuble qui est sans travaux, voilà, il y a toujours des choses à faire. Souvent quand même c'est rénové de manière assez à l'économie, quoi. Et
c'était rénové si tu veux, mais pour te donner une idée, voilà, il y avait des kitchenettes dans les appartements et du carrelage blanc partout et tout était peint en blanc et t'avais un rideau de douche, quoi. Moi, c'est des choses que aujourd'hui je n'accepte plus et que je ne veux plus. Mais à l'époque, je me disais bon bah écoute, on est dans une petite ville, ils doivent pas être trop difficiles, quoi. C'était un peu ça ma réflexion. D'accord. C'est vrai que c'est un peu hautain de ma part de penser qu'au final, dans les petites villes, bah ils ont pas besoin d'autant que nous, tu vois. Bon bah voilà, je me suis vite rendu compte que je faisais une connerie, mais il faut pas penser qu'ils ont besoin de moins de qualité ou moins d'éléments par rapport aux finitions et par rapport à la qualité du produit. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Bah du coup, on va parler à la fois de ta stratégie de travaux et puis la stratégie dans les petites villes après. Juste sur ton premier immeuble, c'était donc dans une petite ville, comme tu l'as dit, dans le Lot-et-Garonne. Par rapport à là où tu habitais, c'était à combien de temps? Puis pourquoi t'es parti dans cet endroit-là? C'est tout simple, j'habitais à Bordeaux, Lot-et-Garonne, de Bordeaux c'était pas très loin, 1 heure de route à peu près, un truc comme ça. Sauf que quand je l'ai acheté, j'étais en train de partir sur Paris, donc bon, c'était pas très malin de ma part. Mais comme tu l'as dit, t'es impulsif. Ouais, voilà, comme tu sais, je suis impulsif. Alors, pour donner une idée, j'ai dû visiter, je crois, au mois de décembre 2012. J'ai dû signer peut-être un compromis fin 2012 et j'ai déménagé en janvier 2013 à Paris, quoi. C'était vraiment voilà, je savais très bien que j'achetais, mais malgré tout je partais, quoi. Ok, je voudrais remonter juste l'étape avant que tu aies acquis l'immeuble, le moment où tu t'es dit ok, je veux investir, quels critères t'as mis pour rechercher en fait l'immeuble? Par exemple, quels critères géographiques et puis quels critères au niveau de la rentabilité, au niveau du, je sais pas, de la surface? Quels sont les critères que tu avais mis à la base pour ce tout premier bien, quoi? Tu t'en rappelles? Alors j'avais dû me donner à la base une certaine distance par rapport à Bordeaux, bon, ce qui n'a pas de sens puisque je m'éloignais. Néanmoins, j'ai mes parents qui sont à Toulouse, donc je me disais bon, si vraiment il y a un souci, au pire, je verrai avec eux pour qu'ils se déplacent. Éventuellement, eux, ils étaient à 2h15 de route, quoi, un peu pour te donner une idée. C'était une idée, même si lorsque j'ai acheté, en fait, l'ensemble de l'immeuble était loué déjà. Donc je me disais bon, si ça pouvait tenir 1 an comme ça serait bien déjà. Ouais. Et t'excluais d'office les choses qui étaient sur Bordeaux ou trop proche de Bordeaux ou de Toulouse. Déjà je voulais un immeuble. Ok, d'accord. Déjà, forcément, Bordeaux, avec mon budget, c'était pas possible, quoi. Voilà, t'avais un budget de combien justement pour cette première acquisition? À 24 ans là? Avec frais de notaire, on était à 150 000. D'accord, ok. Ça, c'était un budget que t'avais estimé, que t'avais pensé de façon hypothétique ou que t'avais fait valider par un premier rendez-vous bancaire? Non, j'avais rien fait valider du tout. D'accord. Voilà. Ouais, t'avais fait un truc hypothétique. Je me disais que de toute façon, je ne pouvais pas mettre beaucoup moins dans un immeuble en même temps. Voilà, j'étais en CDI, j'ai tenté, quoi. Et puis ça a fonctionné. Ok, ça a fonctionné. Donc t'avais cet immeuble, t'as pas fait beaucoup de travaux, il y avait déjà des locataires en place. Donc ça a commencé à tourner. Et puis t'as trouvé un nouveau travail à Paris. Ouais, c'est ça, exactement, région parisienne. D'accord. Ça a duré 6 mois. Quand je suis arrivé dans la boîte, au bout de 2 semaines, il y a la direction générale qui est venue en me disant que si on se ressaisissait pas, ils fermaient la boîte. Bon, d'accord. J'étais très content d'être arrivé là, d'avoir quitté Bordeaux, qui était une ville super. Pour venir en région parisienne. Oui, voilà, c'est ça. Surtout que tu viens pas de la région parisienne, donc Voilà. Donc, à la limite, la seule motivation de venir, c'est le travail, quoi. Ouais, c'était ça. Parce qu'il y avait une augmentation en face et que je me disais, bon, bah voilà, ça va me permettre de continuer à investir aussi, passer à une étape supérieure, quoi. Ouais. Ok. Donc du coup ça a duré 6 mois. J'ai donné ma dème juste avant ma fin de période d'essai. C'est moi qui suis parti et donc j'ai trouvé un autre boulot après que j'ai quitté il y a pas très longtemps. D'accord. Et donc ce boulot c'est lié toujours à ta formation en génie civil? Ouais, c'était conducteur de travaux dans le bâtiment. D'accord. Donc sur des gros chantiers. Travaux, c'est pas conducteur d'engin parce que souvent on me demande. Ouais. C'est celui qui gère un peu tout sur le chantier. Ok, d'accord. Et donc en parallèle de ça, tu as continué à chercher des investissements depuis la région parisienne pour d'autres investissements dans le sud? Alors non, pas dans le sud. Maintenant que j'étais dans le nord, parce que bon pour moi Paris c'est le nord. Maintenant que j'étais dans le nord, il fallait que je trouve des choses dans le coin. J'étais en location du coup. Parce que bon, ça avait été quand même une part de la réflexion. Je reviens un peu en arrière, mais c'est-à-dire que quand j'ai quand j'ai voulu m'installer à Paris, j'avais 2 choix. C'était soit j'achetais quelque chose en région parisienne, soit j'achetais cet immeuble dans le sud. Et voilà, mais j'avais regardé aussi les annonces pour acheter des petites maisons en province ou j'avais pas regardé des appartements parce que c'est vrai que moi les appartements, j'étais un peu allergique à ça. D'accord. Donc c'était j'avais regardé je voulais de l'espace et surtout c'était les charges qui me faisaient peur. J'avais vraiment très peur des charges. Et donc du coup j'avais regardé, avec mon budget c'était un peu compliqué, il fallait vraiment s'éloigner. J'avais regardé du côté de Coulommiers, trucs comme ça. Je commençais à être vraiment loin de Paris, quoi. C'est marrant, Coulommiers, j'ai regardé ça hier, c'est la ville où il y a le fromage là, c'est dans l'est parisien, c'est ça, toujours dans la région parisienne mais un peu éloigné quand même. C'est ça exactement. Ouais, et puis bon voilà, ça me faisait pas rêver non plus et puis surtout je me disais avec l'investissement que je vais faire, avec le cash flow que je faisais un petit peu, ça me permettait de financer
financer une partie de mon logement aussi ici. Ah, ok. Le cash flow que tu faisais dans l'immeuble qui était dans le Lot-et-Garonne, qui est peut-être toujours de combien à peu près par mois? Je veux pas dire de bêtises, mais il doit être dans les 500 balles par mois, quoi. 500 sur l'investissement qui faisait en tout 150, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Okay. Ouais, c'était bon, c'était pas une rentabilité énorme sur ce produit, mais bon, c'est vrai que c'était mon premier, et puis tout était loué, donc c'était assez tranquille, quoi. Ouais, ok. Et dans un village dans Lot-et-Garonne, donc après, tu cherchais soit faire un investissement, soit acheter une résidence principale. Voilà. Donc j'ai fait l'investissement. Et je me suis retrouvé en location dans un appartement que j'avais même pas visité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé l'appartement avant de monter à Paris. Hein. Je suis même pas monté à Paris pour trouver un appartement. J'ai trouvé ça sur Internet. C'était des résidences pour étudiants et jeunes travailleurs. Ok. L'appartement était pourri. Quand je suis arrivé, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Enfin, très déçu même. Parce que j'étais habitué à vivre en maison avec mes parents. Et du coup, j'arrive là. C'était un peu dur. Mais bon, je suis resté un an. Je suis resté un an là-bas. Et pendant ce temps-là, tu cherchais des investissements? Je m'étais un peu calmé parce que déjà j'avais mon boulot. Donc, ok, ouais. Nouveau boulot. Ok, c'est pas super bien parce que je suis resté 6 mois. Voilà. Après, c'est à ce moment-là où je me suis dit, j'ai trouvé un boulot, je pense que ça va rester un petit moment, on va déménager. En fait, à la base, c'était ça, c'était déménager. Parce qu'on habite, dans un truc pourri. Et on s'est dit, on va déménager, on va se rapprocher de mon travail. Je travaillais à côté de Disney. Ok. Et du coup, on cherchait un appartement. Comme je suis très impulsif, comme tu le sais maintenant, j'ai donné mon préavis pour partir de logement et après, j'ai cherché un logement. Ok. Et en fait, je me suis retrouvé confronté à la recherche de logement dans la région parisienne, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des dossiers parfaits. Ouais. Parfois des propriétaires qui ont un peu la grosse tête, qui ont tellement de choix que finalement c'est ça. comme de la merde. Et du coup, comme je suis impulsif et que je supportais pas cette position. Ouais. Ok. J'ai visité, je crois, 2-3 apparts et finalement, j'ai dit écoutez, c'est bon, ça me gonfle. Et puis, je vais essayer d'acheter. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Et pour moi, du coup, en fait. D'accord. Mais c'était pas un choix intelligent. Enfin, c'était pas un choix stratégique. En fait, c'était juste une histoire d'ego presque. Ouais. Ok. Qui était complètement stupide. Ouais, c'était pas un choix rationnel, c'était un choix. Ok, je comprends tout à fait. Exactement. Et du coup, faut pas oublier que j'avais 3 mois de préavis, hein, donc j'avais déjà passé 2 semaines, je pense, à chercher un produit que j'avais pas trouvé. Et là, maintenant, il fallait que je trouve un appartement. On sait qu'aujourd'hui, quand même, pour acheter, il faut 3 mois, quoi. Déjà, à partir du moment où tu as trouvé le produit. Là, ça faisait 2 semaines passées, j'avais pas commencé à chercher encore le produit. Ouais. J'ai trouvé assez rapidement, en fait, j'ai fait 3 visites. En gros, la 3e visite était la bonne, j'ai fait une offre. J'ai pas beaucoup négocié, en plus, donc voilà. Parce que, en fait, l'appartement était pas très grand, mais bon, du coup, il était pas très cher. Et du coup, ça rentrait dans ce que je voulais. Donc, du coup, on a lancé le truc. J'ai eu un premier. Non, j'ai pas eu de refus de prêt, c'est juste que ça a été très long. J'étais passé avec Société Générale, je crois. J'avais demandé à la Société Générale, en fait, un prêt pour ce dossier-là. La Société Générale, en fait, juste à côté de l'appartement. Ils ont mis un temps fou. Il me restait 1 mois, j'avais toujours pas de réponse, quoi. D'accord. C'est-à-dire okay. On était début décembre. Et moi, je quittais mon logement le 25 décembre. Ok. Et j'avais toujours pas de prêt, ce qui était un peu compliqué. Ouais. Et du coup, j'ai eu un peu de chance, c'est qu'en fait, le propriétaire de l'appartement, il était directeur de l'agence Paris Nation Crédit Agricole. D'accord. En 1 semaine et demie, j'avais le prêt. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc voilà, c'était un peu le coup de bol. Du coup, je me suis retrouvé à pouvoir acheter ta résidence principale. Et c'est le propriétaire qui m'a fait le prêt. Ok, d'accord. Après, comme tu disais au début, comme c'était pas forcément un choix très rationnel, c'était pas un appartement avec des chiffres très axés investissement locatif alors? Non, c'est-à-dire que si je le louais, je remboursais pas mon prêt, quoi. Clairement, pour donner une idée. Donc non, c'était pas réfléchi. Mais bon, j'ai pas cherché le plus grand appartement. Non, mais bien sûr. Non, mais en plus, ce qu'il y a, c'est que tu savais que c'était pas un investissement locatif et que tu savais très bien que c'était plus un choix un peu irrationnel et comme c'est souvent le cas au final dans une résidence principale. C'est un choix de cœur. Pas pour les gens, quoi. Ouais. Donc, ok, par rapport à cette résidence principale, donc t'avais ton logement, t'étais le 25 décembre. Dans ton nouveau logement. Voilà, exactement. Pour donner une idée, j'ai signé l'acte authentique le 21 et on déménageait le 25. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc et je quittais le logement le 25. Ouais, c'est ça. Donc c'était très juste. Donc là, on était 8 mois à peu près après l'achat de l'immeuble dans le Lot-et-Garonne. Ok, 8 mois, ok. Donc ça fait ton deuxième achat immobilier. Donc voilà. Mais tu t'es pas arrêté là. Voilà, deuxième achat immobilier. Vous ne vous êtes pas arrêté là parce que tu dis vous, donc c'est toi et ta conjointe. Ouais, alors pour l'instant, tout ce que je viens de dénoncer, c'était moi en nom propre. Hein. Ok. Voilà. Après, j'ai commencé à regarder du coup les investissements. Ok, tu t'es remis à chercher des investissements. Dans le coin. Ouais, alors dans le coin. Au début, je cherchais 77, Île-de-France. Et bon. Ok, t'as rien trouvé qui correspondait aux critères que t'avais, quoi. Immeuble avec un rendement suffisamment élevé, ouais. Exactement. Et du coup, je me suis un peu éloigné un peu plus. On s'est retrouvé dans la Marne. Et là, j'ai trouvé un immeuble, avec des travaux, pas mal de travaux, qui étaient assez nouveaux pour moi. Alors nouveau pas par le fait qu'il y ait des travaux, parce que bon, ça c'est ton métier en même temps, c'est pas un souci, mais c'était plutôt voilà. Mais en tant qu'investisseur, en tant qu'investisseur, avoir des travaux. Et surtout
le plus compliqué pour moi, c'était trouver un artisan. C'était ça qui me faisait un peu peur, mais bon. Donc voilà, on visite cet appartement. C'était quoi, dans une ville qui faisait. Ça fait quoi comme nombre d'habitants 4500 habitants, quoi, à peu près. En sachant, pour donner une idée, le précédent logement dans le Lot-et-Garonne, il y avait quoi, 250 habitants. Donc voilà. Ah, ok, c'est une amélioration. Ouais, voilà, on avait énormément augmenté le bassin de population, ouais. Exactement. Et donc du coup, donc on a visité ce produit-là. J'ai demandé à l'agent immo en fait qu'il me fasse venir un artisan. Pendant la visite ? Ouais, donc il était là pendant la visite en fait. On était à peu près dans ce que j'avais estimé. On avait une belle renta qui était meilleure que celle que j'avais dans le Lot-et-Garonne, et surtout j'avais le fameux déficit foncier qui est un peu le Graal de l'investisseur, enfin, qui pour moi en tout cas. Voilà, c'était comme ça que je voyais les choses, et pour moi ça a changé tout en termes de chiffres. Et juste, tu peux rappeler en quelques mots, si tu arrives, le déficit foncier pour les gens qui nous écoutent En gros, le déficit foncier, c'est la résultante en fait des travaux, des revenus moins les travaux, quoi, en gros. C'est-à-dire que lorsque la différence entre les revenus locatifs et les travaux, attention, éligibles au déficit foncier, sont négatifs, c'est le déficit foncier. Voilà. Lorsqu'on fait la déclaration d'impôt. Voilà, exactement, sur nos impôts. Donc quand on a par exemple 20 000 euros de revenus locatifs et qu'on a 100 000 euros de travaux, on va avoir en plus un étalement. La première année, on va déduire le montant, donc on va déduire des 20 000 euros, on va déduire 100 000 euros. Il y a encore d'autres éléments un peu plus complexes qui viennent se déduire sur le salaire, etc. Ça va s'étaler et ça va se manger tous les ans en fait en fonction de vos revenus locatifs. Donc ouais, juste prenons ton exemple chiffré, 20 000 euros de revenus par an. Si tu fais 100 000 euros de travaux, la première année, tu as moins, on va dire à peu près moins 80. Tu as moins 80, mais sur l'investissement immobilier. Voilà, sur l'investissement immobilier. Après, tu vas avoir 10 700 qui vont être de tes revenus de salaire. Tes revenus autres, c'est-à-dire salaire. Donc du coup, en gros, il va te rester 70 000 euros pour la deuxième année. La deuxième année. On déduit les 20 000, donc il te reste 50 000. Tu repasses encore, c'est-à-dire qu'en gros, la première année, tu vas pas payer d'impôt sur tes revenus locatifs. La deuxième année non plus. Ouais. La troisième année, la quatrième année, tu vas en payer un peu, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ok. Ouais, je pense que c'est très bien expliqué. Merci. Donc, tu fais cette analyse et ça tombe bien avec les chiffres. Donc, ouais, ça tombe bien avec les chiffres. Bon, c'était un peu fou de ma part, quoi. Je veux dire, j'avais quand même, pour donner une idée, c'était genre 65 000 euros, 67 000 euros l'achat et 65 000 euros de travaux, quoi. Ok, ouais. Pour un premier produit, c'est pour moi, je connaissais personne qui faisait ça, quoi. D'accord. C'était ça aussi, quoi. Et, donc, voilà. J'ai dit, écoute, on y va. J'ai fait confiance en fait. J'ai fait confiance sans trop réfléchir en fait. En me disant, et t'as fait confiance à cet artisan qui est venu la première fois avec l'agent immobilier. Ok. Ouais. Alors que c'est quand même fou parce que mon métier c'est quand même comparer les prix. C'est mon métier quoi. Et négocier les prix surtout. Et du coup là, j'ai même pas fait venir un autre artisan pour chiffrer. D'accord. Et j'ai même pas négocié le prix. D'accord. Ok. Je suis assez content parce que premièrement la négociation de prix. Moi je considère que dans le bâtiment lorsqu'on négocie le prix. Si déjà tu arrives à négocier vachement le prix, c'est que soit on t'a enflé sur le prix de départ, soit on va t'enfler sur le prix définitif parce que tu vas pas acheter ce que tu penses acheter. Ouais. Du coup, je considère que si l'entrepreneur est honnête, il n'y a pas de négociation à faire. Ouais, mais c'est un gros si. Enfin, est-ce que peut-être tu penses pas que les entrepreneurs ont aussi une tendance à mettre une petite marge pour être ouvert à la négociation? Ça dépend des artisans, en effet. Voilà, moi, je suis tombé sur l'artisan qui ne faisait pas ça. D'accord, ouais. Mais ce qui est dur à évaluer... c'est dur, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est dur. Après peut-être que toi, t'avais déjà quelques estimations peut-être personnelles pour chiffrer les travaux, donc tu partais d'une base de réflexion propre. En fait, ma réflexion, elle était plutôt de dire voilà la rentabilité que je veux. Ah, ok, d'accord. Tu vois, voilà le montant de travaux que je suis prêt à mettre. D'accord, ok. En gros, si ça rentre dedans, on y va. Ok. Mais par contre, je lui ai dit voilà, moi je négocie pas le prix. Par contre, je veux pas de surprise. D'accord, ouais. Ça a été la discussion, quoi. Voilà, j'ai pas du tout négocié. J'ai dit fais ton prix, voilà. Me dis pas après à la fin, ouais, mais j'ai chiffré serré ou quoi. Non, tu fais tes prix. Si ça rentre dedans, on y va. Par contre, voilà, s'il y a des petits trucs à droite à gauche, je veux pas entendre parler, quoi. Voilà, s'il y a un siphon à changer, tu le changes, quoi. Ouais, ok, d'accord. Et pour avoir une idée, l'étendue des travaux qu'il y avait à faire dans cet immeuble, c'était de quelle nature? Tu avais en fait 3 studios, 3 studios à rénover et un T3 à rénover. Voilà. Il y en avait qui étaient plutôt. Il y avait le T3 qui était pas en très très mauvais état, donc les sols on les a pas changés, on a juste reverni les sols parce que c'est du parquet.
Et on a repeint, on a refait toutes les cuisines par contre. D'accord. Donc c'était plutôt de la finition, il n'y avait pas à déposer des endroits, à recréer des espaces, des cloisons, etc. Non, pas spécialement. Ok. Voilà, il y avait des problèmes d'humidité, ce genre de choses. Il y avait des salles de bain à refaire, etc. Mais bon. Ouais, ok, d'accord. C'était sol, mur, plafond et puis équipement, ameublement. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Et en gros, au prix au mètre carré, donc tu dis 65 000 € de travaux, et combien de mètres carrés dans l'immeuble? Je sais pas, il devait y avoir 150, 160 mètres carrés de logement. Ok, donc ouais, un peu moins de 500 € quoi. Voilà. En sachant que bon, ok. peut-être que aujourd'hui, je mettrais pas ce montant-là. Tu vois, peut-être que je me suis fait avoir entre guillemets. Néanmoins, ça me convenait à l'époque. Ouais. Voilà. C'est vrai que même si j'étais conducteur de travaux, j'avais pas cette expertise-là parce que moi, c'est de la conduite de travaux sur. C'est le gros œuvre. Ouais, sur des. Ouais. Je faisais des grands bâtiments, ce genre de choses. Donc sur les appartements, on faisait peu de logements, pratiquement pas D'accord. de logements. Donc. Ouais, tout à fait. Pas du tout la même chose. Ouais, ok. Et donc, t'as fait confiance, tu t'es dit, tu t'es lancé, mais les banques, elles t'ont fait confiance aussi, elles t'ont suivi, elles ont été impulsives avec toi? Non, elles ont pas été impulsives avec moi. Non, bah du coup, en fait, je me suis dit, parce que là, donc là, pour donner une idée, on est 5 mois après l'appartement, enfin ma résidence. Effectivement. Donc du coup, je suis allé voir la banque qui m'avait prêté pour ma résidence principale. Je me suis dit, on va voir. Ils m'ont pas suivi, ils m'ont dit que la Marne était un secteur sinistré, donc ça m'a fait un peu peur. Enfin, ça m'a fait peur. Ça m'a pas fait peur, parce que moi je savais que non, mais surtout ça m'a fait peur de me dire qu'il y avait des banques qui pensaient qu'il y avait des départements sinistrés. Voilà, enfin je veux dire, dans la Marne il n'y a rien, quoi. Enfin je veux dire qu'on n'investit pas dans la Marne, enfin, moi ça me paraissait dingue. Ok, comment tu sais que toi c'était pas sinistré justement? Et pourquoi tu penses que le banquier ou alors peut-être d'autres personnes, d'autres potentielles personnes qui nous écoutent et qui veulent investir se disent que la Marne ou alors d'autres régions un peu rurales sont sinistrées? Toi, comment tu passes outre ça et comment tu le justifies, comment tu regardes que c'est pas le cas effectivement quoi? Après, sinistré, ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une zone qui va être en difficulté par rapport à son économie, par rapport à certaines choses, ça va faire aussi que les prix seront plus bas. Ouais. Je sais que tout le monde a peur de se dire on va investir dans des zones un peu pas sinistrées, j'aime pas ce terme, mais en difficulté, etc. Mais non, en fait, il y a quand même des gens qui habitent, il y a quand même des gens qui travaillent, même s'il y a beaucoup de chômage aujourd'hui. L'objectif, c'est quand même faire des produits plutôt qualitatifs, donc on vise pas forcément cette population, on va viser les gens qui travaillent et qui ont un revenu. Et et trouver dans une ville de 5000 habitants trouver 4 locataires, c'est pas compliqué. D'accord, en fait c'est vraiment très intéressant comme approche. Et en fait il y a effectivement la tendance, on va dire macroéconomique d'une région, d'un endroit. Pour autant, quand on investit dans un bien ou même dans plusieurs biens, toi là il y a 3 biens dans l'immeuble, tu vas ton besoin c'est de chercher 3 clients, enfin 3 personnes quoi. C'est ce que je me dis, et surtout j'avais quand même étudier, c'est un bien grand mot, mais j'avais regardé ce que les autres propriétaires proposaient. C'était surtout ça, moi, qui m'intéressait, c'est de savoir ce qui était proposé autour. Et toi, te mettre dans un niveau supérieur. Voilà. Pour avoir les meilleurs clients entre guillemets de la région quoi. Exactement, tu as tout à fait compris. La démarche c'était ça. Je voulais surtout pas faire l'erreur que j'avais faite lors du premier investissement, avoir des produits plutôt bas de gamme. L'objectif c'était de faire des trucs moyen de gamme, on va dire, dans lequel moi je serais prêt à vivre. C'était surtout ça en fait. C'est vrai qu'on veut toujours dire mais non, il faut pas mettre de sentiments dans un investissement. Oui, mais bon, il faut quand même minimum, c'est-à-dire qu'il faut quand même un minimum pouvoir se projeter. Outre la ville, il faut pouvoir se projeter dans l'appartement. Pour moi, c'est clair. Ouais, non, ok, d'accord, c'est très intéressant comme distinguo entre l'aspect macro et puis l'aspect local, micro, et peut-être que aussi le fait d'aller voir sur place, toi qui étais visité dans ces petites villes, peut-être voir villages, tu peux ressentir qu'il y a des gens qui vivent, il y a une boulangerie au coin, il y a des banques, etc. C'est pas un désert ou une ville fantôme comme tu pourrais voir dans un film américain. Et moi je vois, quand j'habitais à côté de Toulouse, quand j'habitais chez mes parents, quand je me baladais le samedi ou le dimanche en centre-ville, mais c'était désert. Pourtant c'est une ville, c'est la deuxième ville de Haute-Garonne, enfin je veux dire, c'est super grand quoi. Et je sais pas, ça va faire 40 000 habitants peut-être, tu vois. Putain, je me baladais le week-end, il y avait personne quoi. Et là, dans une ville de 4000, 4100 habitants, il y avait plus de monde, il y avait plus de vie. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, il faut pas penser que dans les petites villes, il se passe rien. Moi, j'invite tout le monde surtout à aller visiter les petites villes et à se rendre compte
Parce que bon, voilà, c'est parler comme ça en disant ouais, mais bon, c'est une petite ville. Il faut aller la visiter, il faut aller voir, il faut se sentir à l'intérieur. Si tu te sens bien et que tu as l'impression qu'il y a de la vie, qu'il y a tout ça, bah c'est bon. Ouais, carrément. Donc la banque en région Île-de-France, sa vision, c'est la vision macro. Non, bah, ça sert à rien, vous allez jamais trouver de gens, de locataires et tout. Vous allez jamais réussir à avoir un investissement rentable. Donc du coup, j'ai discuté un peu avec l'agent immobilier qui m'a dit je connais un courtier. Donc j'ai dit bon, ok, on va tester les courtiers. Donc j'ai testé. Le courtier m'a dit oh là là, vous avez un super dossier, vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale, vous avez déjà un immeuble, vous avez des revenus qui sont corrects. C'est facile. Bon, je me suis dit bon, très bien, super, ça roule. Ouais, ok. Bon, en fait, ça n'a pas été si facile. Alors pour tout te dire, c'est qu'en fait avant j'étais à la caisse d'épargne. Donc à Toulouse, j'étais à la caisse d'épargne. Quand j'ai acheté ma résidence principale, la condition c'était de déplacer mes comptes. Donc j'ai déplacé mes comptes au Crédit Agricole. Sauf que là, du coup, je me retrouvais quelques mois après en fait à vouloir réinvestir. Et toutes les autres banques me disaient, mais attendez, si on lui demande de déplacer ses comptes, on sait très bien que dans 6 mois, il va les redéplacer. Donc exactement. Ça sert à rien. Ouais, du coup, il y a plein de banques locales qui m'ont dit non parce que ils ont dit ouais non mais le mec en gros il est au volage quoi. Il va à droite à gauche, il n'y a pas de banque en particulier donc ça leur a pas plu. Ah ok d'accord. Voilà. Ils t'ont concrètement dit ça quoi. Ah ouais, c'est le retour que j'ai eu du courtier, voilà. D'accord. Du coup, en fait, la seul truc qu'on a trouvé, c'est le crédit foncier. D'accord. Ouais. Qui eux n'ont pas de banque de détail, donc ils n'ont pas de compte, etc. Qui ont des taux qui sont un peu plus élevés, de mémoire. C'est ce qu'on dit, ouais. Voilà, mais bon, voilà, ça m'allait. Moi, ce que je voulais surtout, c'était avoir mon prêt, quoi. Moi, je suis pas un chasseur de taux. C'est-à-dire que voilà, je vais pas chercher à négocier au max les taux. À se dire bon ben voilà, là on est à 2,20 mais là j'ai un 2,10, je lâche tout, je lâche ma banque pour aller voir 2,10. Non, moi l'objectif avec une banque c'est quand même avoir une relation de confiance. Alors c'est vrai que c'est compliqué à avoir, mais je me dis bon ben voilà, si le banquier il gagne bien sa vie, il va peut-être moins m'emmerder. C'était un peu comme ça que je réfléchissais quoi, en me disant il faut que tout le monde s'en sorte quoi. Et dans un investissement, quand t'es à 15%, un truc comme ça, que tu sois à 2,10 ou à 2,20, ça change rien quoi. Ouais, mais je reviens sur le fait que les banquiers ont tiqué et se sont dit lui il est trop volage, il va pas pouvoir mettre sur le long terme ses salaires chez nous, ce qui est vraiment dommage que je comprends pas pourquoi ils réfléchissent pas en se disant son immeuble va rapporter tant d'argent par mois. Je sais pas combien c'était les revenus mensuels de cet immeuble là, mais j'imagine que ça devait sensiblement s'approcher de ton salaire. Et puis voilà, peut-être si t'en faisais un deuxième, ça a augmenté. Il y a une rentrée d'argent pour eux. Autant, ce qui importe vraiment, c'est le flux d'argent qu'il y a sur un compte, quoi. C'est les entrées et les sorties. Pour eux, tant qu'il y a de l'argent qui rentre, c'est bien, quoi. Et j'arrive pas à comprendre des fois les critères des banquiers, mais moi non plus. En tout cas, ils te l'ont dit, donc c'est clair que c'était pour cette raison-là, quoi. Voilà, ils me l'ont dit, donc c'était plutôt clair, en effet. Ouais. Après, bon, voilà, l'erreur que j'ai faite sur ce produit-là, c'est la durée d'investissement. C'est-à-dire que j'ai investi sur 12 ans, pour donner une idée. Ok, une durée assez courte. Qui est quand même plutôt courte. Alors, je l'ai fait parce que... Tout en ayant un cash flow positif mensuel. Malgré tout, j'avais quand même peut-être 700, 800 euros de cash flow, quoi. Ok. Sur 12 ans, donc c'était quand même très bien. Et j'aurais pu me dire, voilà. Aujourd'hui, je regrette en me disant, putain, j'aurais dû prendre sur 20 ans. J'aurais eu un cash flow de 1200 ou 1300 euros par mois et putain, j'aurais été tranquille, quoi. Parce que là, juste pour les chiffres, le revenu mensuel, c'est combien et puis le prêt ? Je crois qu'on était dans les 1800 euros de revenus mensuels et à 950, je crois, en prêt. D'accord, ok. Donc voilà, c'était très confortable et il faut dire, il y avait une petite subtilité, c'est qu'il y avait un commerce au rez-de-chaussée. Ah, ok. Qui était déjà loué 400 euros en gros. D'accord. Et une sécurité en plus. Ah, ok. Pour toi, c'était plutôt une sécurité ? J'aime pas trop les commerces. C'est vrai que j'aime pas trop, mais. Alors pour le coup, un commerce dans une petite ville, c'est peut-être là. Non. C'était pas un commerce, c'était un bureau. D'accord. Petit bureau en gros. Et la personne, ça faisait un petit moment qu'elle était là. Et je me suis dit, tant qu'elle est là, elle reste, tant mieux. Et je me disais, je sais pas si je pensais comme ça avant, mais je me disais, éventuellement un jour, si je quitte mon boulot ou quoi que ce soit, je pourrais m'en servir de local pour faire du business, etc. quoi. J'avais un peu, on me disait, j'aimais bien le fait d'avoir un petit local commercial, en fait, quoi. Voilà, ça me plaisait. Ok, mais voilà. D'accord, donc ça peut-être que ça aussi, non, ça a pas été un problème pour les banques, justement, cet aspect-là, local commercial ? Non, je pense pas. Ok, non, ça a pas été, ok. Tu as eu, cet investissement-là, donc tu as fait un prêt de 12 ans. Et pour toi, aujourd'hui, tu essaies de faire avec des mensualités, sur des horizons plus longs, quoi, tes emprunts ? Ouais, 20 ans, j'essaye de faire 20 ans tout le temps, quoi. D'accord, ok. Après, moi je dis 20 ans parce qu'il y a la renta qui est pas mal. Pour moi, il faut que le cash flow il soit quand même
faut qu'il soit assez important pour être sécurisant, quoi. C'est-à-dire que voilà, t'as un locataire qui part ou deux, j'ai pas envie de manger des pâtes pendant 2 mois parce qu'il y a un locataire qui est parti, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc faut qu'il y ait une sécurité et que tu vas dormir la nuit, hein, parce que bon, sinon. Justement, donc on va continuer après parce que là c'était ton deuxième immeuble. Aujourd'hui, t'en as 6. Voilà, t'as fait plusieurs investissements par la suite, mais juste une petite question. Ton cash flow, justement, comment tu t'en sers? Qu'est-ce que t'en fais chaque mois? J'en fais pas grand-chose, c'est-à-dire que non, mais c'est vrai, en fait, je me rends compte quand je fais des calculs, entre en fait, mon premier investissement et aujourd'hui, sur mes comptes, il y a sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grosses évolutions. Ok, mais ça veut dire que tu le réinvestis? Ouais, je le réinvestis, j'utilise pour des travaux, pour les prochains dossiers. Tout le monde donc tu le réinvestis, quoi. Je le réinvestis. Ouais. Enfin, quand je dis j'en fais pas grand-chose, c'est-à-dire que je vais pas flamber avec, quoi. Ouais, non, tu ne dépenses pas, mais c'est encore mieux. C'est exactement ça qu'il faut faire, surtout dans une phase où d'essayer de faire grossir ton patrimoine. Donc, tu réinvestis tes bénéfices, entre guillemets, dans les opérations suivantes. Voilà, ça me permet. En fait, je faisais lorsque j'avais des investissements, je me disais je vais mettre un petit peu d'apport et je me servais justement de ce que j'avais récupéré en cash flow pour faire de l'apport et pour augmenter mon cash flow, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Parce que du coup, donc deuxième immeuble, donc ensuite, si on peut faire rapidement, t'as acheté d'autres immeubles ensuite, un peu sur le même principe, dans des petites villes, avec des travaux. Exactement. Donc là, comme je disais, on était 5 mois après l'appartement de résidence principale. 5 mois après, j'ai racheté un autre immeuble. Alors cette fois, je l'ai acheté avec mes parents. D'accord. En famille, quoi, tout simplement. Et donc voilà, c'était un immeuble. Parce que c'est toi qui leur as proposé? Pas spécialement. C'est eux qui t'ont demandé. Ouais, ça a été discuté. Discussion un dimanche dans un dîner de famille. En fait, ça me permettait aussi de pouvoir investir parce qu'il y avait une sécurité derrière de leur part, et du coup ça rassurait les banques aussi, quoi, clairement. Donc je me suis dit voilà, on y va. C'est dans une petite ville, on est dans Lyon, 1500 habitants, quoi. Donc voilà, on est redescendu. Donc Lyon, c'est combien de temps de chez toi? De chez moi, de Bussy, c'était à 1h15. Donc c'est pas très long. D'accord, ok. Donc voilà. Donc ça, c'est investissement avec tes parents. Ensuite, un quatrième. Alors ensuite, 3 mois après, donc c'est pour ça que je t'ai dit que c'était très rapide. 3 mois après, j'ai acheté mon deuxième immeuble dans la petite ville de Marne, dans la Marne, d'accord. Donc là, c'était un plus grand truc. En fait, c'était un projet qui était en vente à la base, je crois, plus de 200 000 euros, qui était affiché à 120 000 et que j'ai acheté 90. Pour donner une idée, et j'ai fait un joli coup puisqu'en fait j'ai acheté 90. Mais en plus, il y avait une grande grange qui faisait 300 mètres carrés au rez-de-chaussée et 300 mètres carrés à l'étage, quoi, pour donner une idée. Et ça, j'ai vendu à l'artisan, en fait. Tu l'as vendu? Ouais, je l'ai vendu à l'artisan de suite. Dès que je l'ai acheté, j'ai vendu une partie, en fait, de... Ah, la grange, ok, juste la grange. Ouais, la grange. Ok. Voilà. Et, mais d'accord, c'est intéressant d'ailleurs parce que tu parles de l'artisan. Donc, est-ce que c'est le même artisan que t'avais eu lors de du premier achat dans la Marne? C'était le même, okay. Et c'est lui qui a fait le travaux. Donc en fait, t'as vraiment créé une relation avec lui? Exactement, c'est le même qui a fait du coup aussi les travaux sur celui que j'ai acheté à mes parents. Il nous a suivis en fait dans Lyon. Voilà. Donc t'as trouvé un peu la perle en fait. Ouais, voilà, j'avais trouvé la perle. Enfin, je considérais avoir trouvé la perle. Je voulais la garder et au début, la garder que pour moi. Donc voilà, c'est tout. Mais du coup, parce que toi, tu habitais à peu près à 1 heure de ces différents investissements là. Donc tu te reposais sur lui et tu suivais les travaux de loin, tu lui faisais confiance, quoi. Ouais, voilà. Moi, de nature, je fais assez confiance. Donc oui, j'ai fait confiance. Voilà, j'ai fait confiance. Non, mais ça, comme c'était très bien passé au premier. Ouais, c'est ça, voilà. On y va, quoi. Voilà, on continue. Ouais, donc c'était ok, super. Donc quatrième. T'as revendu la grange, t'as eu. Voilà, donc on vend une partie. Donc du coup, ça fait qu'en fait, l'ensemble immobilier, il m'est revenu à 60 000 euros. Et il y avait dedans, en 4 appartes, dont un quand même T4 de 100 mètres carrés. Et un atelier, un petit atelier. J'avais fait un petit article sur mon site du coup là-dessus. J'avais montré un peu l'évolution des travaux justement dans cet atelier. C'était un atelier, mais du coup il y avait rien, quoi. Je veux dire, il y avait 4 murs, pas de fenêtre, dalle, juste un toit. Il fait 65 mètres carrés et on a tout aménagé dedans pour faire une petite maison en fait. Du coup c'est une petite maisonnette parce qu'en fait elle est séparée. Donc, d'accord. Voilà. Et ce plan, c'est vous qui l'avez imaginé ou vous avez pris les conseils ou les services de l'architecte d'intérieur? Non, c'est nous qui l'avons aménagé. On a fait des erreurs parce que en fait quand on va dire que c'est un peu stupide, mais quand on l'a visité, il y avait une très grande hauteur sous plafond. Donc on s'est dit oh là là, super, on va pouvoir faire une mezzanine. Et quelques temps avant de démarrer les travaux, on a mesuré la hauteur et en fait on s'est aperçu que il n'y avait pas assez. Ça passait pas. Okay. Et du coup on a dû refaire les plans.
et se dire merde, en fait, non, fais pas comme ça. Donc on a modifié un peu les plans, on a réussi à faire 2 chambres, et donc du coup on va le louer en tant que T3. D'accord, ok. Mais ouais, du coup ça me fait poser la question, juste quand tu visites un immeuble, aujourd'hui, comment tu fais pour estimer un peu les travaux qu'il y a à faire, et puis après le plan de réalisation des travaux? Bah, en fait, mon prix aujourd'hui... Concrètement, tu vois, quand tu arrives dans l'immeuble, tu fais comment pour estimer un peu c'est via l'artisan, ou toi aujourd'hui t'as... Non, aujourd'hui en fait, c'est via l'artisan, c'est par rapport surtout à l'expérience que j'ai des différents travaux que j'ai fait chez moi, et je sais combien ça a coûté, et du coup je me projette en disant voilà, moi je me dis voilà, un T2 à rénover ça va coûter tant, quoi. Ma réflexion elle est plus comme ça, et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que personne je pense réfléchit comme ça, et voilà, moi je me dis bon voilà, un studio ça coûte tant, vu l'état ça coûte tant, un T2 ça coûte tant, un T3 ça coûte tant, voilà, en gros. Et je fais pas il n'y a pas de ratio mètre carré pour moi. D'accord. Oui, mais au final, ça s'en rapproche quand même un petit peu. Parce que voilà, un T2, pour moi, un T2 qui va faire 35 ou qui va faire 50, c'est quasiment le même prix, quoi. Ouais, ok. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas ce ratio entre 25. Voilà, il va y avoir quoi? Il va y avoir ce qu'il va y avoir en plus, c'est du sol, quoi. Ouais, du sol, du mur. Ouais. Voilà, c'est pas ça qui va coûter cher. Donc, c'est vrai. À la louche, moi j'aime bien faire comme ça. Par contre, voilà, il va y avoir un nombre de chambres, il va y avoir un nombre de pièces, il va y avoir un nombre de WC, tu vois, tout ça qui va faire que ça va nous donner une idée du global, quoi. Ouais, tout à fait. Et après, pour planifier la réalisation des travaux, voilà, avec ton artisan, tu le laisses carte blanche, ou tu dis on va faire comme ça sur tant de temps, ça va être la semaine 1-2 telle partie. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je travaille pas comme ça. Je lui dis combien de temps il faut. C'est lui qui va me répondre. C'est-à-dire que je lui demande combien de temps il faut pour rénover. Voilà, je lui dis éventuellement ce que je veux en premier. Voilà, les appartements que je veux en premier. Ah oui, mais je lui impose pas de planning parce que à l'époque, faut oublier qu'il était auto-entrepreneur quand j'ai commencé à travailler avec lui, donc il était tout seul. Je peux pas lui dire tu fais ça en 1 mois alors qu'il en faut 3, quoi. Oui, bien sûr. Tout seul. Donc c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, je le laissais faire. Petit à petit, au fur et à mesure des investissements, il a pris du monde avec lui. Donc là, sur le 2e investissement avec lui, donc je crois qu'ils étaient 2. Sur le 3e, ils étaient 4. Pour donner une idée, donc ils sont grossis petit à petit en fonction de nos dossiers, puisqu'on a eu, voilà, tu vois la récurrence, tous les 5 mois, tous les 6 mois, on avait un investissement, donc forcément, il fallait qu'il y ait du monde, quoi. Ah ouais, non, ça a été un partenariat gagnant-gagnant, c'est pas pour toi que pour lui, quoi. Ouais, voilà, exactement. L'objectif c'était de grossir ensemble et d'évoluer ensemble dans les investissements, quoi. Ok, d'accord. Par rapport aux matériaux et aux équipements, qui est-ce qui s'en occupe? C'est lui qui s'occupe de tout. C'est lui qui s'occupe de tout, ok. Nous, en fait, il avait une démarche qui était un peu différente, parce qu'il avait plus de temps aussi à l'époque que maintenant, et il avait une démarche qui était de dire, voilà, lorsqu'il y a une promotion sur un produit, il va acheter toutes les promos qu'il va y avoir. Moi, je suis pas difficile sur les sols, tu vois ce que je veux dire? Je vais dire, c'est un peu moderne, que ce soit gris ou marron. Non, bien sûr. Et du coup, lui, il a acheté, ça me permettait d'avoir des prix relativement bas, plus bas que si j'avais fait par quelqu'un d'autre, et moi, ça me convenait. Je m'en foutais du type précis de lavabo, voilà, clairement. Ouais, tout à fait. Non, mais du coup, c'est vraiment bien. T'as trouvé quand même un artisan qui sera intègre, entre guillemets, qui a fait ses rénovations presque comme si c'était pour lui, quoi. Bah oui, parce que en prenant le meilleur ratio qualité-prix, quoi. Oui, mais parce que en fait, si tu veux, lui, il avait fait pas mal de travaux quand il a commencé. Je sais que sa maison, il l'avait rénovée lui-même tout seul. Et c'était une grande maison où il n'y avait rien. Il avait tout fait lui-même, donc il avait aussi cette habitude de chercher les prix, quoi, si tu veux. Donc parce que pour lui, et avant que je le connaisse, il faisait beaucoup de petites rénovations. Quand je dis petites, sur des dossiers à 10 000 euros, quoi, 5-10 000 euros. D'accord. Moi, j'étais son premier gros dossier, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, lui, ça lui a beaucoup plu. Travailler en confiance avec moi et surtout sur des projets plus intéressants. Ok. Ça nous a permis de faire d'autres dossiers ensuite et de continuer à travailler ensemble sur plusieurs produits. Ok. Je sais pas, est-ce que tu penses que pour une personne qui nous écoute, qui souhaiterait faire des gros travaux, comment tu conseillerais pour trouver cette perle, ce genre de perle? C'est compliqué. Après, en même temps, je dis que c'est compliqué, mais j'en ai jamais cherché d'autres, en fait. Ouais. Donc, non, c'est ça. Peut-être c'est pas si compliqué, mais j'en ai jamais cherché d'autres. Donc, je sais pas. Moi, je pense que l'agent IMO, ça peut être un outil, puisque c'est quelqu'un qui est en local, qui connaît des gens, qui a l'habitude de faire travailler des gens, puisque les entreprises les agences immobilières qui font de la gestion, ils font travailler des artisans
régulièrement, donc ils ont Ouais, quand même ouais. un peu d'expertise par rapport à ça. Donc je pense que c'est intéressant moi, de faire venir, je trouve, un artisan lors d'une visite. Voilà. D'accord. Lors d'une Ouais. visite, on demande à l'agent immobilier Ouais. s'il peut faire venir un artisan. Ouais, c'est vrai, suggéré par l'agent immobilier, c'est vrai, Ouais. ouais, c'est parce que c'est peut-être plus facile que de faire venir quelqu'un par soi-même, veut dire si surtout c'est dans une zone que tu connais pas, parce que voilà, elle connaît ni Nef ni d'Adam, elle va dire le gars il va me faire venir alors qu'il a même pas signé de compromis, etc. Alors que si c'est par l'agent, ce serait peut-être pas vous, mais ce sera peut-être le client, le visiteur suivant, quoi. Donc, Oui, ouais. voilà, et surtout, voilà, moi je me vois pas aller sur les pages jaunes, taper artisan, Ouais, parce que le mec il peut avoir une réputation oui. que tu connaîtras pas toi parce que t'es pas là-bas, alors que l'agent immobilier connaîtra quand même la réputation de certains artisans qui seraient peut-être malhonnêtes. Ouais, Voilà. ouais. Et donc, Il y en a sûrement. ouais, c'est clair. Donc là, on était au 4e immeuble, et puis après, t'en as encore acheté 2 autres dans la même région, sur les mêmes. Alors là, on est où ? En fait, du coup, 5 mois après, on a racheté, cette fois, donc du coup, avec Émilie, on a acheté notre premier immeuble ensemble, encore dans la Marne, dans la même ville. Ok. Et donc, ces immeubles-là, t'en entendais parler comment, du coup, après avoir fait autant d'investissements déjà par réseau ou toujours sur petite annonce ? Les 3 là, que j'ai achetés dans cette même ville, c'est 3 fois le même agent immobilier. Ok, d'accord. Tout simplement, et comme j'allais régulièrement là-bas pour le suivi des travaux, etc., du coup, ça me permettait de rediscuter avec l'agent, de demander s'il avait des choses à me faire visiter. Puis je regardais beaucoup sur le Bon Coin et je cherchais dans la ville, quoi, parce que je voyais que ça marchait bien, quoi. Donc, Ok. voilà. Mais donc, bon, le 6e, juste pour terminer. En fait, du coup, le 6e, ça a été un plus gros projet qu'on a acheté encore avec Émilie, qui était dans la Meuse cette fois. C'est un gros projet, en fait, une grosse rénovation qui va prendre beaucoup de temps, qui est encore en travaux. C'est 700 mètres carrés à rénover et on crée 10 appartements. Ok, et donc c'est tout à l'intérieur ? Ouais, en gros, ou c'était des plateaux ? on garde les planchers et ouais, on casse tout et on refait tout. D'accord, ok. Et l'acquisition plus les travaux, ça représente quoi comme coût pour ce projet-là ? Comme on a négocié le prix à l'époque où Alexis cherchait du travail, mais bon voilà, il disait qu'il commençait à monter, si tu veux, en personnel. Du coup, Alexis, c'est ton artisan ? Ouais, mon artisan, pardon. Du coup, j'ai eu un super prix, on en a pour un peu plus de 300 000 euros, quoi. Voilà. 300 000 acquisition plus travaux ? Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Donc ouais, on a eu un super prix. Après, ça vaut pas ça, quoi. Clairement, enfin, ça vaut pas ça. Aujourd'hui, si je devais le... Non, à la revente, du coup, tu penses que ça recoûterait, si tu devais revendre l'ensemble dès que ce sera fini, Même si c'est pas l'objectif, en effet, c'est un produit qui pourrait se revendre, je pense, 750 000 euros, quoi. Ok, ouais, effectivement, c'est vraiment intéressant. Et alors, on a vu rapidement tous ces immeubles. Ouais. Au niveau du financement, parce que je me pose la question quand même, ça a été aussi facile que ça ? Non, ça n'a pas été facile. Après, voilà, il y a eu plusieurs banques, il y a eu des rotations sur les banques. Le deuxième immeuble dans la Marne, c'était la caisse d'épargne, tu vois, de Toulouse, par exemple. Celui d'après aussi. Voilà, après, on a essayé de travailler avec des agences locales. Donc là, après, on est passé au Crédit Agricole, mais de la Marne, tu vois, pour nous aider à investir. Voilà. Ok. Parce que t'as eu que des refus de banques qui étaient soit en région parisienne, soit à Toulouse, etc. On a eu beaucoup de refus. Et moi, je suis pas un battant autant que certains, je vois sur Internet, qui m'ont demandé 17 ou 18 dossiers. Enfin, je pense pas que je pourrais. Je considérais en effet, alors c'est tout en leur honneur, mais je considérais en effet que mon produit, soit il est pas viable, soit mon dossier il est pas bon. Ah, 17 ou 18 dossiers, tu veux dire 17 ou 18 banques, quoi ? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On voit ça. Moi, ça m'étonne toujours. Enfin, je sais même pas comment ils font pour être motivés, pour aller voir autant de gens. Moi, non, c'est pas le cas. Après, voilà, j'essaie de tourner dans les banques que j'avais. Ça a été compliqué. Ça a été des longues discussions. Grâce au cash flow quand même des précédentes années, ça m'a permis d'avoir de l'apport aussi. Donc, c'est dans ces moments-là où on arrive à aussi, et c'est aussi là où c'est important d'avoir de l'apport. Ça permet de continuer à acheter. Voilà. Ouais. Et donc les principales objections, ça a été quoi ? Ça a été le montant des travaux par rapport à l'achat, ok, trop important, et surtout la vitesse. En fait, c'est ça qui m'a bloqué, quoi. C'est-à-dire que voilà. Ouais, mais la vitesse, c'est par rapport à, je sais pas, est-ce qu'ils disent là votre dette elle est trop importante. Voilà. Trop d'encours, quoi. C'était trop d'encours, trop vite. Trop d'encours. Ok. Voilà, s'ils me suivaient sur tout, on arrivait à 700, 800 000 euros d'encours sur une tête, quoi. Ouais. En 3 ans. Donc voilà, ils m'ont dit. Ouais. C'est pas possible, quoi. On peut pas. Et puis voilà, j'avais des revenus, j'avais un salaire. Voilà, je gagnais pas 10 000 euros par mois, quoi. Donc, ah bah oui. Ouais, non, c'est clair. Oui, parce que eux, quand ils font les calculs, c'est ils analysent surtout ta situation salariale. Et c'est sûr que si tu compares ton salaire par le travail comparé aux échéances mensuelles que tu dois en tout,
c'est sûr que là ça couvre pas quoi. Ah bah, c'est clair que j'y arriverai pas. Mais après, si tu regardes plutôt l'entrée des loyers, là ça fonctionne quoi. Bah oui. Mais du coup, au final, il y a quand même les banques locales qui sont suivies. Moi, je conseille en effet de passer avec des banques locales. Quand je dis local, c'est vraiment local, c'est-à-dire il faut vraiment aller dans le département, quoi. Faut pas juste aller dans la région, ça suffit pas. Il faut aller dans le département, parce que déjà ils vont pas considérer que c'est sinistré, parce que bon, forcément ils y vivent, donc oui, c'est vrai. Voilà, il y a des banques qui ont des entre guillemets, qui ont des fonds. Je dirais presque réservé pour des secteurs, quoi, en disant on cherche, et la ville cherche à investir, à faire venir les investisseurs, donc ils sont très contents d'avoir des gens qui viennent investir dans leur ville. Ouais, ok, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et pour tes projets, est-ce que tu as pensé justement à la revente, même si tu dis que ton objectif c'est de garder à long terme, est-ce que ça peut être une objection, voilà, de dire ok, trouver des locataires dans une petite ville, ça va être pas si compliqué que ça, mais par contre à la revente c'est peut-être un peu plus compliqué. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Oui, quelle est ta réflexion? Clairement c'est plus compliqué, c'est sûr. Après moi j'ai jamais acheté, jusqu'à présent j'ai jamais trop acheté en me disant qu'est-ce que ça vaut à la revente, ou comment je vais le revendre, ou combien je vais le revendre. Bon, déjà quand je vois la plus-value que je vais payer quand je vais revendre, même si je vends au prix que ça m'a coûté, parce que le déficit foncier ça a un bon côté mais ça a des mauvais côtés aussi, donc par rapport à la revente, donc voilà, je me disais même si je vends au prix acheté ou un peu en dessous, c'est pas très grave, je veux dire, je gagne de l'argent tous les mois. D'accord. Et au pire j'attends 15 ans avant de le vendre, quoi. Je me dis j'ai fini de payer le prêt, je gagne de l'argent tous les ans. À la fin, j'ai fini, donc je l'ai payé. Donc j'ai l'argent que j'ai gagné pendant toute la durée du projet, plus le prix de revente lorsque j'ai fini de le payer. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. Ok. Y a pas donc aujourd'hui, tu te dis qu'à la revente, tu serais prêt à le vendre le prix que ça t'a coûté achat plus travaux, quoi. Ça dépend des projets. Le projet de je veux bien que tu me fasses signe dans 15 ans alors. Mais c'est vrai que. Enfin, je te dis oui pour la plupart des projets. Quand je te parle du projet qui a 300 000 euros, qui en vaut 700 000. Non, je le vendrai pas 300 000, ça c'est sûr. Ouais. Parce que sur ce produit-là, je veux peut-être essayer de faire une petite partie de vente, au moins en vendre une partie. Mais justement pour continuer peut-être à investir plus tard, je sais pas. Là, après j'ai dit qu'on a ralenti, mais en même temps, après ça, on a fait quoi ? On a racheté parce que là du coup on n'avait pas tout. On a racheté une grande maison qu'on a découpée en deux, et on a acheté notre dernière résidence principale. Voilà, parce qu'on va quitter la région parisienne. Donc voilà. Donc, d'accord. On a signé le dernier achat, c'est du mois de mai 2016, quoi. Donc quand je dis qu'on a ralenti, on a ralenti à moitié, quoi. Ok, ouais, parce que en parallèle de ça, tu as quitté aussi ton travail, et puis tu essayes de proposer cet accompagnement pour faire des projets dans des immeubles avec travaux dans des villes de province, c'est ça. pour d'autres investisseurs. Ouais, exactement. C'est venu d'un... En fait, les banques à un moment donné, surtout après le projet le projet de la Meuse, pardon, on commence à dire attendez, monsieur Malguer, il faut attendez un an ou deux, là, faites une petite pause et on va voir. Et du coup, c'est aussi venu de là en disant moi j'adore acheter, quoi. Moi ça me plaît d'aller chercher, d'aller fouiller des travaux et tout ça. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas arrêter d'investir. Et puis je m'étais quand même rendu compte que quand j'ai commencé, je m'apercevais qu'il y avait personne pour t'aider, quoi. Il y avait personne pour te dire ce qu'il fallait faire. Et aller voir sur internet, c'est gentil, mais tu te lances pas vraiment, quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer quelque chose. Comme toujours je suis impulsif, donc au mois de septembre 2015, je me suis dit on va créer un site internet. D'accord. Donc on a créé un site internet, c'est immobilierclub.com, et puis de suite ça a bien marché, quoi. En fait, de suite on a eu des premiers clients. Très rapidement, on a fait je te dis, on a créé le site au mois de septembre et on a dû faire nos premières visites fin septembre, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc ça a très, très bien marché de suite. Alors on était encore salariés, donc ça nous a pris beaucoup de temps parce que il y avait quand même tous les travaux de différents projets perso à gérer déjà, les locataires à gérer, cette nouvelle idée de société, donc on avait donc là ça fait un an que ça a démarré, on a eu une année de folie, quoi. Enfin voilà. Ok, et donc juste pour les auditeurs qui seraient intéressés, rapidement, comment ça fonctionne votre service d'accompagnement ? En gros, aujourd'hui si une personne veut commencer avec toi, qu'est-ce que tu lui proposes en premier, et puis on a deux formules à présent. C'est vrai qu'on a commencé avec une seule formule. Aujourd'hui on a deux formules. En gros, on a une sorte d'accompagnement complet dans lequel on fait la recherche de produits, on va l'accompagner sur toutes ces démarches même administratives. On va regarder un peu avec lui
les éléments par rapport au notaire, par rapport à tout ça, tu vois, par rapport à la fiscalité. Et après, on trouve un artisan et on fait faire les travaux et je fais le suivi des travaux. En gros, pour donner une idée, on fait les plans, tout ça. Voilà. C'est vraiment un truc complet, donc de A à Z jusqu'à la livraison du bâtiment. Et après, on a une deuxième formule qui est plus light en fait, pour les gens qui veulent entre guillemets davantage apprendre d'eux-mêmes, dans lequel les gens eux-mêmes qui recherchent des produits et on les aide à chercher. C'est-à-dire qu'on aide à chercher, on lui dit non voilà c'est pas comme ça qu'il faut chercher, ou le produit que tu as trouvé il est pas bon pour telle ou telle raison, donc faut que tu continues à chercher. Et après, l'aspect, si tu veux, fiscal, tout ça, bon, ça reste le même. C'est-à-dire, on accompagne toujours là-dessus parce que bon, je pense que c'est compliqué et notre expertise est intéressante là-dessus. Et après, par contre, on aide à trouver un artisan local, etc. Par contre, on fait pas le suivi des travaux. Voilà, donc c'est une peu plus light, si tu veux, qui permet aux gens qui voudraient se débrouiller vraiment tout seuls de pouvoir malgré tout avoir quand même des conseils et pas trop se planter lors du premier investissement. Voilà. D'accord, et du coup c'est vous focalisez sur une région pour trouver des investissements en particulier ? Aujourd'hui on se dit de travailler partout en France. D'accord. La vérité c'est que pour l'instant de par nos clients, c'est quand même une clientèle qui est beaucoup parisienne, parisienne, lyonnaise. On était quand même très concentré sur le nord entre guillemets de la France, c'est-à-dire au-dessus de Clermont-Ferrand, quoi. Voilà. Dans toute cette partie nord de la France entre guillemets. Donc on travaille quand même plutôt dans ce point-là, quoi. Voilà. Pour d'accord. Donc s'il y a des personnes, des auditeurs de Paris, de région lyonnaise, enfin ou dans ces secteurs-là, vous pouvez les accompagner, quoi. Voilà. Nous on travaille partout. C'est juste qu'aujourd'hui oui, j'imagine que c'est si tu veux notre localisation, notre réseau exactement, on attire plus des gens qui vont être dans notre secteur géographique. Voilà. Mais après ça va évoluer. On est prêt. Voilà, on a des clients qui nous appellent. Moi j'ai des clients de Biarritz, j'ai des clients de Monaco qui nous appellent. Mais j'ai des clients de Monaco qui nous appellent en disant en effet je veux pas investir à Monaco et je veux bien investir dans le nord de la France, quoi. Donc d'accord. Donc voilà, c'est pas un souci par rapport à ça. Et justement la première option, la deuxième option pardon, qui est un peu plus light, nous permet justement de suivre plus facilement des gens qui seraient loin à distance. Voilà, à distance. Ok. Et donc non je disais aujourd'hui on est débordé, clairement on est débordé de travail et c'est pour ça que c'est vrai que la deuxième option qui est plus light nous permet de prendre des gens plus facilement et plus rapidement, parce que la première option qui est plus lourde pour nous et plus chronophage fait qu'on a des délais énormes, quoi. Aujourd'hui les clients qui vont venir nous voir, on va leur dire clairement cette année c'est mort, quoi. Enfin on va pas se voir cette année, quoi, c'est sûr. D'accord. Et encore donc pour les gens qui écoutent, où est-ce qu'ils peuvent retrouver cette information pour vous contacter sur un site sur le site immobilierclub.com. Voilà. Ok, donc on mettra ça dans les notes de l'épisode, immobilierclub.com. Voilà, tout simplement. Ok, super. Du coup on va passer à la dernière section de l'épisode. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors Guillaume, on va passer donc aux questions de comptoir. C'est 4 questions que je pose systématiquement à tous les invités. D'accord. Et la première d'entre elles, est-ce qu'il y a un livre, business ou immobilier, que tu recommandes souvent ? Du coup, tu vas peut-être connaître ma réponse parce que. Alors du coup, tu me disais que tu n'étais pas un gros lecteur. Non. Alors dans ce cas-là, tu vas peut-être pouvoir nous dire une ressource, peut-être Internet justement, que tu conseillerais. En effet, voilà, on a déjà parlé tout à l'heure du site Devenir Rentier. Pour moi, c'est la. Alors, il y a 2 sources, c'est-à-dire qu'il y a cette source-là qui est très intéressante pour apprendre, etc. Et après, pour moi, la meilleure source, c'est le site impôt.gouv.fr. Clairement, pour moi, c'est apprendre de la base, c'est-à-dire des textes, quoi. Voilà. Ok, info.gouv.fr, donc c'est vraiment les textes de loi, quoi. Ouais, c'est les textes de loi justement sur le déficit foncier, tout ça, et c'est ça qui m'a permis de découvrir des choses et de me rendre compte de certaines choses, des choses dont j'avais le droit de faire, pas le droit de faire. Ouais. D'apprendre aussi la fiscalité, c'est comme ça que j'ai appris la fiscalité au départ. Parce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui t'aide sur l'aspect fiscal justement, comptable. Depuis pas très longtemps, on a un comptable. Ok. Mais tout jusqu'à présent, on n'avait rien fait avec un comptable. D'accord. J'avais tout fait tout seul. Mais pour moi, il y avait un vrai intérêt à passer avec un comptable pour passer au niveau au-dessus. C'est-à-dire, j'avais appris tout ce que je pouvais en fait via Internet. Et il fallait un niveau au-dessus avec des questions plus poussées et plus pertinentes en fait. Voilà. Et il fallait quelqu'un qui puisse répondre vraiment à ces questions-là. Et moi, c'est pour ça que je prends un plaisir dingue à discuter avec mon comptable parce que j'ai plein de questions, quoi. J'ai toujours plein de questions. D'accord.
Ouais, ok. Ouais, donc peut-être un comptable. Bon, je sais que certaines fois c'est vraiment nécessaire, par exemple quand on fait du LMNP ou alors quand on passe sur une SCI à l'impôt sur les sociétés, ça devient même obligatoire, je pense. Oui. Mais à part ça, au tout début c'est peut-être pas nécessaire. Après, quand on monte en gamme, on va dire, ça devient un service qui est vraiment pertinent, quoi. Du moment où on travaille avec du forfait, c'est-à-dire en micro-BIC ou micro-foncier, bah là, il n'y a pas de nécessité. Ouais. Je pense que c'est pas... Voilà. Et même si on fait du déficit foncier, par exemple, en nu, il n'y a pas de nécessité non plus, quoi. C'est des calculs qui sont très simples. Donc ça, il n'y a pas besoin de prendre quelqu'un pour ça. Enfin, je pense. Après, ça peut rassurer, en se disant, voilà, ouais, c'est vrai. Mais c'est intéressant quand même de se former, je pense, avant d'aller voir quelqu'un pour avoir les bonnes questions surtout, parce que et surtout se faire son propre avis. Voilà, chacun a son avis après sur les SCI, sur tout ça. Moi, les gens qui viennent vers moi en disant, bon, j'ai entendu dire qu'il fallait faire une SCI. Oui, mais pourquoi? Enfin, c'est ça. Faut arrêter de penser que c'est la meilleure solution. C'est clair. Voilà, il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi. Ouais, c'est ça. Il faut choisir en connaissance de cause. Voilà, exactement. Donc, ouais. Voilà, du coup, deuxième question. Alors on dit que c'est en se trompant qu'on apprend. Est-ce que toi, il y a une erreur qui te revient en tête, que tu voudrais partager avec les auditeurs, une erreur que tu as faite et qui t'a appris beaucoup de choses? Une erreur importante, c'est par rapport à la gestion des locataires et la relation à avoir avec eux. J'ai plusieurs cas, comme tu peux l'imaginer, de locataires avec des problèmes de loyer, des problèmes de règlement de loyer. On va dire qu'avoir des problèmes de loyer, c'est pas une question de est-ce qu'on va en avoir ou pas en avoir, c'est quand est-ce qu'on va en avoir, quoi. Ouais, voilà. Et c'est surtout comment on va les gérer. Ouais. Même si la plupart du temps, c'est souvent des retards et pas des non-paiements. On est plus confronté à ça. Moi, le conseil que j'ai, c'est plutôt il faut installer un dialogue surtout et essayer de pas créer de rupture justement de discussion avec le locataire. C'est-à-dire que voilà, on a un locataire qui paye pas, on a tendance à s'énerver parce que il y a plus l'argent qui rentre plus, on a l'impression qu'il se fout de notre gueule, donc on a tendance à s'énerver, à le harceler, à s'engueuler avec lui. Voilà, j'ai eu cette expérience-là avec quelqu'un et du coup, la personne tout simplement ne répondait pas au téléphone. Du coup, j'avais plus de nouvelles. C'était assez loin, c'était loin de chez moi, donc c'était très compliqué à gérer, quoi. Je savais pas ce qu'il en était, quoi. Alors que j'ai d'autres produits sur lesquels, il y avait quelqu'un qui avait des difficultés, avec qui j'ai installé un dialogue. Alors, je faisais pratiquement psy, c'est-à-dire que je passais mon temps au téléphone avec elle. Voilà, ça fait partie aussi du boulot d'investisseur, effectivement. Voilà. Je passais des heures au téléphone avec elle. Au final, je me suis fait un peu enfler à la fin, mais malgré tout, j'ai eu mes loyers. On a fait des trucs en décalé. J'ai dit, vous allez payer en plusieurs fois. Qu'est-ce que vous pouvez payer ce mois-ci? On a travaillé comme ça. Après, à la fin, c'est ingrat. Elle s'est barrée, elle a laissé tout son bordel. Et puis voilà, mais bon, malgré tout, j'ai quand même été payé jusqu'à la fin. C'était la moins pire des issues, quoi. Voilà. Et pour le cas du locataire avec qui le dialogue s'était rompu, comment ça s'est terminé? Comment t'as réussi, si t'as réussi à renouer un dialogue ou alors c'est terminé Tu vas rigoler, mais en fait, il est parti en prison. Donc, du coup. Ok. Le contact a été rompu définitivement. D'accord. C'est intéressant ça comme anecdote. Voilà. Et donc, du coup. Comment ça se passe dans un cas comme ça où, du coup, entre guillemets, les forces de l'ordre sont venues le chercher dans le bien que tu avais donné? Ils m'ont appelé en me demandant s'il était chez lui, s'il y avait d'autres dépendances, etc. Voilà, où est-ce qu'il aurait pu cacher des choses, etc. Et simplement en disant qu'ils allaient faire une intervention. Ils t'ont prévenu quand même de l'intervention qu'ils allaient faire? Ils m'ont surtout demandé est-ce qu'il y avait d'autres pièces, quoi, parce qu'il y avait un garage en fait avec, et ils m'ont demandé s'il y avait d'autres annexes quelque part, que quand ils allaient fouiller, ils voulaient tout fouiller. Ok, ouais. En gros, il allait piquer dans les maisons des voisins. Donc, ok, c'était pour cambriolage. C'est une bonne ambiance dans le village. Et du coup, comment ça se passe comme ça pour la rupture du bail J'ai eu un peu de chance parce que je me suis vachement inquiété, quoi, en me disant que putain, ça va être un monstre. Finalement, en plus, vu que c'est dans un immeuble, t'es aussi, ça peut impacter les voisins. C'était le bordel dans le village parce que il foutait un peu le bordel, la musique, etc. Donc ça se passait très mal, quoi. Ça se passait très mal par rapport à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à prendre rendez-vous avec le père pour faire l'état des lieux de sortie. D'accord, ok. Donc le père a été le lien de...
Alors, qui était aussi con que lui, hein, clairement, parce que il avait tout été défoncé dans le logement et malgré tout, il voulait récupérer sa caution. Et surtout qu'il me payait pas depuis 6 mois, quoi. Donc voilà, mais pour donner une idée de l'ampleur que ça avait pris, le maire était présent lors de l'état des lieux, quoi. Parce que voilà, il savait qu'il y avait un vrai problème et que voilà. Donc le maire de d'accord. J'étais là, et surtout pour nous dire, on aimerait bien avoir un droit de regard sur le prochain locataire parce qu'on veut pas que ça soit le même, quoi. Ouais. D'accord. Donc en fait, dans ta carrière d'investisseur, tu fais aussi un peu de politique, quoi. Ouais, voilà. Et c'est ça l'avantage peut-être enfin l'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais la différence d'être dans une petite ville où effectivement pas directement avec ces personnes-là, donc oui, c'est intéressant. Après voilà, c'est une anecdote. Non mais c'est toujours intéressant de. Voilà. Bon après là c'est extrême, c'était vraiment extrême. Ouais bah oui. Non mais voilà, ça peut arriver quoi, effectivement. Au final c'est super et c'est super excitant l'investissement immobilier, mais il y a toujours des petits pépins qui arrivent et faut avoir le sang-froid pour les gérer de façon correcte et puis plus rapidement possible, quoi. Ouais c'est ça, voilà. Et puis il faut, je pense. C'est aussi pour ça qu'il faut du cash flow, quoi. Dans une situation comme celle-ci, faut jouer un peu la montre, tout à fait. Discuter pendant un moment. Moi, j'ai un autre locataire, ça fait depuis qu'il est rentré, je crois, donc ça doit être depuis 2014 que j'ai des difficultés, tu vois. Alors, je suis payé, tu vois, mais c'est compliqué, quoi. D'accord. C'est compliqué. Là, je vais vous payer un mois, là, je vais vous payer ici. Donc là, il doit avoir, je sais pas, il a 1 ou 2 mois de retard, mais ça va finir par arriver, tu vois ce que je veux dire, c'est à chaque fois. Et du coup, t'as pas pensé à des moyens justement de l'inciter à partir en lui offrant, je sais pas, 2 mois de loyer pour entre guillemets payer un peu ta tranquillité avec un futur locataire? En fait, je me dis écoute, pour l'instant il est là, la CAF en paye une partie, lui il en paye une partie quand il peut. À la fin je suis payé, quoi, au final. D'accord, ouais. Donc voilà, écoute, ça dure ce que ça dure, et puis on verra. Après oui, c'est vrai que je t'ai dit, en fait le problème c'est qu'au mois de janvier de cette année, il m'a annoncé qu'il partait, sauf qu'il me l'a fait par oral, il m'a rien écrit et j'attends toujours qu'il parte, quoi. Ok, d'accord. Donc, et je discutais avec un investisseur qui me disait que pour ces par exemple, si tu proposes de l'argent à quelqu'un pour partir, ça, je sais plus le terme, peut-être des frais d'éviction, un truc comme ça, et que tu peux les déduire de tes des revenus locatifs après. Ah ouais. Ouais, j'ai pas encore creusé, mais on m'a dit ça, donc c'est peut-être une piste à explorer, quoi. Ouais. Bon, non, en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que il y aura toujours des choses compliquées. Forcément, plus on en a, plus on a de chances d'avoir des problèmes. Après, petit à petit, les problèmes on les gère de mieux en mieux. C'est ça. Effectivement. Comme tu dis, après, tu mets en place des procédés, une habitude de dialoguer et d'avoir une bonne communication avec tes locataires, quoi. Voilà. Ok. Troisième question. À part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs et quels sont-ils? Alors, en fait, avant d'arrêter de travailler, etc., mon loisir c'était l'immobilier, en fait. Et mon travail c'était conducteur travaux, et le loisir c'était l'immobilier. Aujourd'hui, mon travail c'est un peu mon loisir, même si ça fait pas assez longtemps que j'ai arrêté de travailler pour retrouver de nouveaux hobbies, si tu veux. D'accord. Même si déjà on va se remettre au sport, clairement, ça va nous faire du bien, même pour travailler, je pense que c'est important aujourd'hui. On avait des journées où on bossait, on était au boulot à 8h, on rentrait à 7h et on bossait jusqu'à 11h minuit, quoi. Donc forcément, tu mangeais des plats emportés parce que t'avais pas le temps de faire à manger, donc t'as une hygiène de vie qui est naze, quoi. Pendant un an. Donc là aujourd'hui l'objectif c'est essayer que le travail nous prenne moins de temps, avoir du temps pour moi, aller voyager plus, quoi. Alors aujourd'hui c'est vrai que grâce à notre activité on voyage beaucoup en France, très beau pays et qui est très bien pour voyager et se balader. C'est vrai. Et donc l'objectif c'est surtout que quand on va se déplacer par exemple dans le sud de la France pour aller visiter un immeuble, se dire je prends 2-3 jours pour rester dans le coin et visiter, voilà. Le plaisir ça va être voyager, quoi, je pense que ça va être voyager. Ok, ouais, super. Et enfin, dernière question, à ton avis, donc c'est vraiment ton avis personnel, qu'est-ce qui sépare une personne qui va réussir dans l'investissement immobilier d'une personne qui soit va échouer, soit va jamais commencer, en fait? Je pense qu'il y a un grain d'ambition à avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum d'ambition en disant j'ai envie de faire des choses, de ma vie, et peut-être un petit grain de folie, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, à chaque fois quand je regarde un peu et je reviens en arrière, je me dis, tiens, mais est-ce que j'aurais fait ça comme ça maintenant? J'étais un peu fou, quoi, de faire ça, faire confiance à telle personne, se lancer dans une ville aussi petite. À un moment donné, il faut se lancer, quoi. Tant pis, tu te rates, quoi. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Il y a de l'argent en jeu, je suis d'accord. Oui. Après, on prend quand même, lorsque vous allez dans des petites villes, on prend une sécurité malgré tout par rapport à la renta du produit. Sur tout mon patrimoine, si la moitié des locataires s'en va, tu peux quand même rembourser. Voilà, faut quand même rembourser, donc j'ai pas ce stress-là, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je considère
la métaphore entre investisseur immobilier et puis entrepreneur. Au final, voilà, il y a un petit peu la même volonté de créer sa propre liberté, de créer son propre produit pour gagner de l'argent. Et c'est vrai que quand j'entends les entrepreneurs, c'est souvent ce trait qui revient, les deux traits, l'ambition et puis la folie. Même quand quelqu'un vous dit mais non, mais ça marchera pas, persister, être persévérant, mais en même temps avoir quelques filets de sécurité, mais ne pas se laisser arrêter par les gens qui sont qui ont peur ou t'as fait raison, voilà, à un moment donné il faut pas trop écouter, il faut s'écouter à soi en disant ou alors écouter ceux qui ont fait ou ceux qui ont déjà fait et qui ont déjà réussi à faire ça, quoi. Moi je suis pas dans une logique où j'essaye de refaire, parce qu'il y a des gens qui disent voilà, il faut refaire ce qui existe, c'est-à-dire pas réinventer, reprendre un modèle qui existe déjà et le réutiliser. Oui et non, après à chacun de trouver le modèle qui lui convient, et c'est pour ça que je parlais des textes de loi. Pour moi, ma stratégie elle a été faite en étudiant la base, quoi. C'est-à-dire on va à la base des choses, c'est-à-dire la fiscalité, comment entre guillemets cette fiscalité et les lois, et après j'en ai déduit entre guillemets la stratégie à adopter pour investir. Si les lois évoluent, ma stratégie va sûrement évoluer aussi. Non, c'est vrai. Non, c'est vraiment une bonne conclusion pour l'épisode. Alors du coup, je te remercie beaucoup. Pour les auditeurs qui sont intéressés, pour rappel, immobilierclub.com, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Pour faire appel à vos services, donc puisque tu travailles avec ta conjointe dessus. Ouais. Et puis du coup, j'ai qu'à te souhaiter beaucoup de succès pour cette nouvelle entreprise, et puis potentiellement pour tes... On a trop de travail. Laissez-nous vous allez grandir. Oui, mais après c'est vrai que c'est pas l'objectif forcément d'embaucher pour l'instant et tout ça, mais oui, on veut aussi garder notre liberté et avoir du temps pour nous, donc voilà. Je demande pas aux gens de pas nous appeler. Ok, écoute, merci beaucoup. Et puis à très bientôt alors. À très bientôt. Salut. Bon, moi, personnellement, je n'ai plus beaucoup de salive. De votre côté, vous devez être content que cette discussion se finisse enfin. Mais c'est ce que j'espère vraiment, c'est que cela vous a inspiré. En fait, chaque épisode me prend des heures à préparer, enregistrer, mixer et publier. Mais à chaque fois, je me dis que cela vaut le coup. Et je reste persévérant grâce à votre soutien. Donc surtout, pensez à moi la prochaine fois que vous allez sur Le Bon Coin et allez mettre un petit commentaire ou un encouragement sur la page iTunes du podcast. Pourquoi Le Bon Coin ? C'est juste un petit moyen mémotechnique pour que vous ne m'oubliez pas. Je vous laisse sur ces belles paroles. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.